Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et je travaille avec les gens qui bégayent depuis 2008. Et moi, c'est Geneviève. Je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et je suis une adulte qui bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Oui, dans cet épisode, on reçoit Michel Montreuil qui a créé la série balado Ça prendra le temps que ça prend, quête d'un bègue, qui est disponible sur audio de Radio-Canada. Michel nous présente ce projet, sa quête, où entre autres, il fait le speed dating de thérapie en bégaiement avec l'orthophoniste Anne-Moïse Richard, qu'on a pu entendre d'ailleurs à Je suis un podcast. Il y a aussi plusieurs autres intervenants et intervenantes dans sa quête, dont Judith et moi. Oui! On vous laisse écouter notre conversation avec lui. Je suis un podcast créé par l'Association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, ressources et activités de l'ABC. Suivez-nous sur Instagram et Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute! Merci d'être là et de nous suivre. Salut Judith! Salut Jen! Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit un invité spécial. Comme tous nos invités sont spéciaux. Et lui est peut-être encore plus spécial. Ouais, il est très spécial, très, très spécial. On reçoit Michel Montreuil qui a travaillé comme metteur en scène, professeur de théâtre, compositeur de musique, dramaturge, pianiste. Et depuis quelques années, il est réalisateur de podcasts documentaires pour Radio-Canada. Il a notamment produit Récidive, Immersion et Retour de voyage de Kim Thuy et des fictions immersives comme Cavale, Écho et De glace. Et ces projets se sont vus récompensés de nombreux prix internationaux, notamment à Londres, Paris et New York. On vous l'avait dit, pourquoi est-ce qu'on le reçoit il est aujourd'hui, spécial, hein? Judith? On vous l'avait dit, il est très spécial. C'est un invité de marque. Mais oui, absolument. Donc, aucune pression. Donc, Michel, on te reçoit spécifiquement aujourd'hui avec grand plaisir et grand bonheur parce que tu es le concepteur, réalisateur, animateur. Tu as également fait la musique originale et le montage, donc tout ça, la série balado qui est présentée sur Audio Radio-Canada. Ça prendra le temps que ça prend. Quête d'un bègue. Donc, allô Michel. Hello. Hello. Donc, sans plus attendre, on va écouter un petit extrait de ta série balado. Je m'appelle Michel Montreuil. Je suis réalisateur de balado. Je vais me planter une aiguille dans le... Ah ben oui. Ma vie va très bien, mais je suis bègue. Que c'est qu'on fait avec ce problème-là? 12 beignes, s'il vous plaît. Est-ce que je m'arracherai la tête à tous les jours à cause de ça? Oui. À ce jour, il n'y a pas encore de médication non plus, hein, tu sais. Une genre de formule speed dating avec différentes thérapies. Du speed dating de thérapie. Est-ce que c'est si grave que ça? Ben non. D'où c'est que ça sort? D'où c'est que ça sort? Michel, est-ce qu'on peut, /toi, finir tes phrases à ta place? Et c'est pour quantifier tout ça que je me suis retrouvé avec une quarantaine d'électrodes sur la tête. Est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là que j'en parle pendant 7 épisodes? C'est douteux. Pourquoi qu'on fait ça faire? Parce qu'il y a quand même beaucoup de mythes là, qui circulent autour du bégaiement. Ça serait pas impossible, mais à quel prix, tu sais? Fait que le premier qui s'est accroché au nez, il gagne. Du propre et du joli. J'entends du découragement dans ta voix. Oui, il y en a. Ça prendra le temps que ça prend. C'est peut-être un peu loser comme attitude, mais ça m'a jamais arrêté avant. Radio-Canada, audio. Michel, est-ce que tu pourrais nous décrire la série, ce projet? Je le fais très bien dans la série parce que je parle tout du processus qui m'a mené vers ça. La série, finalement, c'est une série sur mon parcours vers l'acceptation du bégaiement. Je vous dis tout de suite, je me rends vraiment pas à l'acceptation, mais tout ça a commencé à la fin de l'âge adulte. Non, pas à la fin de l'âge adulte, parce que là, je serais mort. Au début de l'âge adulte, où est-ce que je suis tombé sur le site web
de ce qui était préalablement l'ancêtre de l'ABC. Et c'était à ce moment-là l'Association des bègues du Canada. Qui est un nom terrible, hein? C'est terrible. C'est vraiment un super je beau me nom. prononcerai pas, je vous laisse, je vous laisse ça. Et parenthèse, oui. non. Parenthèse, ça fait plusieurs années que je m'implique / travaille au sein de l'ABC et j'aimerais dire fièrement que je suis l'instigatrice de ce changement de nom. C'est moi qui avais dit, ouais, là, me semble qu'on devrait faire quelque chose. Changer. Yes! Bravo! Continuons! Bon, j'en suis fort aise. Capsule historique sur l'association Bégaiement Communication. J'interromps notre conversation dans la parenthèse que j'étais déjà en train de faire parce que à l'édition de l'épisode, j'ai réalisé qu'il y a un détail important que j'ai pas mentionné. C'est bel et bien moi, Geneviève, qui a proposé de changer le nom de l'association Bégaiement Communication. Et c'est Audrey Bigra qui était présidente, qui est présidente présentement, qui siégeait aussi au conseil d'administration de l'ABC par le passé, à l'époque du changement de nom. C'est elle qui a proposé le nom Association Bégaiement Communication pour garder l'acronyme ABC. Voilà pour cette capsule historique sur l'association Bégaiement Communication. Bon retour à notre conversation. En fait, donc c'est ça, je suis tombé sur ce site-là et ce que ça disait en première page, c'était un truc genre le bégaiement ne se règle pas, donc il faut même pas que vous tentiez de le régler parce que ça ne se fait pas. Donc le mieux que vous pouvez faire, c'est l'acceptation. Et je me souviens que ça m'avait découragé profondément. Et c'est peut-être un peu dans les raisons pourquoi que j'ai pas fait tant de choses après ça pour essayer d'améliorer la fluidité, disons. Mais je savais que l'acceptation, c'était pas pantoute dans ma personnalité. Et donc, j'ai vécu après ça de nombreuses années. Mais lorsque je me suis mis à faire des podcasts, je me suis dit, je raconte les histoires des autres à journée longue. Je pense qu'il serait temps que je raconte cette histoire-là précisément parce que je pense qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire à part moi de la façon que je l'ai vécu. Et c'est pour ça que j'ai remis ce projet-là pendant 10 ans parce qu'il y avait tout le temps des projets plus fun, plus pressés. Mais que, v'là 2 ans, je me suis dit, c'est là où je sentais qu'il y avait un genre d'urgence. Et je me suis... j'ai pu faire officialiser ce projet-là au sein de Radio-Canada et je l'ai fait. Donc, ce que je fais, dans le but de m'approcher de l'acceptation, qui est une chose que je n'étais pas capable d'approcher parce que j'avais l'impression que je n'avais pas fait ce qu'il fallait en arrière-plan. J'avais l'impression que j'avais pas été au bout du processus. Pour te rendre à l'acceptation. Exactement. Ça, tu veux dire. Au sens que j'avais pas vraiment essayé de régler le problème. Donc, je pouvais pas dire que le problème se règle pas. Fallait que je l'expérimente par mes propres moyens, que je me rende au bout, que je me pète la gueule, puis que je me rends compte que finalement, je changerai peut-être pas tant que ça. En me disant que si j'en viens au constat que je changerai peut-être pas tant que ça, ben l'acceptation, j'aurai plus le choix. Et donc, ça va peut-être se faire plus facilement. Donc, ce podcast-là, c'est ma quête pour essayer de me rendre au bout du processus. J'essaye plein de thérapies. Je me renseigne, je vais voir des gens. Je fais face à la bête, en fait, pour voir jusqu'où je vais me rendre. Et ben voilà.
Ouais, puis t'as reçu plein d'invités, dont Luc de la Rochelière, qui est venu parler de son bégaiement, le rappeur dramatique. C'était, oui, moi, bien j'ai sûr. tellement ri là, dans certains extraits que vous parlez, là. Oh my God, c'était super drôle. C'est touchant, c'est drôle, mais en même temps, c'est une portion quand même de vulnérabilité, tu sais, tu ouvres quand même une grande vulnérabilité dans ce processus-là. Tu as rencontré aussi des spécialistes, Simone Falk, entre autres, qui travaille au Brahms, qu'on a déjà reçu au podcast. Geneviève a participé au podcast, moi aussi, Et on toi, on en est très fiers. Et Anne-Moïse Richard aussi, collègue orthophoniste, qui a fait un peu le speed dating des approches avec toi, là, avec plein d'essais d'approches, le Camperdown. Moi, je me demandais, après tout ça, y a-tu certaines discussions que tu as eues avec certains protagonistes, disons, qui t'ont marqué, où tu dis, ce bout-là, je le garde, je me souviens, soit avec Dramatique ou Luc de la Rochelière, ou tous les gens que tu as rencontrés, qu'est-ce que tu ressors aujourd'hui puis qui te revient en tête? Il y en a beaucoup. Et surtout, étant donné que c'est moi qui fais le montage, je me suis brainwashé avec vos voix pendant des mois pour... Donc, c'est sûr que j'ai plein de choses qui me sont venues. Ça a été une belle rencontre à chaque fois, je dirais. Il y a peut-être eu une rencontre ou deux qui ont été moins heureuses et qui apparaissent pas dans le projet. Mais je vous dirais peut-être que la personne qui m'a le plus frappé, c'est Chris Constantino. Chris. Que je sais que tout le monde aime Chris. Et il a vraiment été aussi d'une grande générosité, là, comme tout le monde. Et je pense que mes bouts préférés, c'est ceux qui apparaissent pas dans le podcast, que je vous ferai peut-être entendre si vous êtes gentil un moment donné. Oui! Est-ce qu'on est assez gentil pour les entendre? Des trucs plus... ça, je sais pas. Des trucs peut-être plus personnels que j'ai abordés avec lui. Je dirais que c'est peut-être un coup de cœur, mais ce serait de mal servir les autres parce que vraiment, j'ai été gâté. J'ai été gâté dans l'ouverture des gens, dans l'expertise de tout le monde, puis dans l'espèce de ton, le fun qui est comme resté entre nous, malgré le fait que c'était des spécialistes. Puis, puis j'ai vraiment pu en profiter parce que je dirais que principalement, c'est de cette façon-là dont moi, j'évolue. C'est pas tant au travers des thérapies, c'est pas tant au travers des formations, des trucs plus officiels. Moi, c'est vraiment en jasant avec le monde que j'apprends le plus. Ouais, puis j'ai juste complété pour ceux qui connaissent pas Christopher Constantino. C'est un professeur à l'université, le Florida State University, qui est personne qui bégaye, qui est reconnu vraiment dans le domaine au niveau international en bégaiement. Là. Il a publié plusieurs articles, il participe à plein de conférences, plein de congrès, donc c'est une personne très, très, je dirais, reconnue et influente dans le domaine. Et je suis curieuse à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que Chris t'a marqué autant? Est-ce que tu t'identifiais peut-être plus à lui ou est-ce qu'il y a des idées qui t'ont plus rejoint? C'est sa manière d'être? Il y a une idée précise. Parce qu'au travers de mes découvertes ou de mes recherches plutôt, parce que j'ai pas de constat même, là, mais au travers de mes recherches, j'en étais venu à la conclusion qu'il y a un genre de paradoxe au cœur du bégaiement, qui est celui de vouloir ne pas bégayer, et étant donné la façon dont le bégaiement est conçu, en tout cas, dans mon cas, le fait de vouloir ne pas bégayer empire le problème. Et je lui ai posé cette question-là et j'ai trouvé ça le fun de voir
qu'on se rejoignait sur le constat du paradoxe. Et que si ce paradoxe-là n'était pas présent, il n'y en aurait pas de problème. Parce que je travaillerais tout simplement sur la fluidité et mon problème serait réglé. Aussi, il serait pas réglé, ce serait de ma faute. Ce serait parce que j'ai pas travaillé suffisamment. Mais il y a ce paradoxe-là qui arrive, qui mélange tout. Et j'ai trouvé ça le fun qu'on puisse se rejoindre sur ce point précis-là, que c'est la base du problème. Ouais, non, c'est absolument. Puis tu sais, c'est sûr que Chris, dans toutes ses recherches, il parle beaucoup de ça, de la fluidité, la quête de la fluidité à tout prix, qui est dans le fond, c'est un piège aussi, parce que ça fait que le bégaiement, plus on veut la fluidité, moins on l'a. Exact. Il y a un peu, c'est ça, tu sais. Puis il n'est pas le seul dans le domaine à parler de ça, mais t'as raison, tu sais. Puis on entend un petit extrait avec Chris dans le balado qui parle de ça. Est-ce que toi, Jen, ça serait quoi ton je sais pas, ta phrase ou quelque chose que tu retiens de la série balado? Qu'est-ce que t'as retenu, toi? Ou ton moment le plus touchant, je sais pas. Ben moi, je peux le dire, là, dans le fond, j'ai comme une idée, là. Je vais le dire. Moi, là, ce que j'ai beaucoup... Bon, regarde, je vais y aller. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, là, ben, premièrement, j'ai adoré chaque épisode. Je trouvais que c'est intelligent, c'est bien monté, on a vraiment envie d'en entendre plus, d'avoir l'autre épisode, où ça va aller, qu'est-ce que tu vas essayer, parce que tu essaies plein d'affaires, tu sais, dans toutes les approches, pas juste en orthophonie, mais tu vas consulter en... c'est quoi c'est-tu l'acupuncture? C'était quoi, non? Oui, l'acupuncture, l'acupuncture, en physio, le yoga. Le yoga. Le yoga, et j'ai vu aussi voyons. C'est-tu une kinésiologue? Non, j'ai un... la respiration, là. Ouais, c'est ça. Ah oui, un inhalothérapeute. Ouais. Un inhalothérapeute, voilà. Ensemble, on l'a trouvé. Ouais, l'inhalo, ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant cette partie-là. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment touchant, mais premièrement, le bout, Jen, que tu parles de ton père, ça c'est tout à fait. Extrêmement touchant. J'étais dans mon auto, j'en revenais, je capotais. Et aussi ton fils, Michel, quand il y avait un bégaiement pour ton fils, puis là, tu disais, t'avais ce sentiment-là de dire, est-ce que on aurait dû aller consulter pour lui quand il était petit? Oh mon Dieu, toute cette espèce de culpabilité-là veut pas que tu traînes avec les années. Puis là, tu lui en parles, puis il dit, ben non, tu sais, je veux dire, je m'en souviens même pas. Puis j'ai trouvé ça, là, tellement... C'est comme que je trouve que ta démarche était vraiment complète dans le sens que t'avais des questions, ben t'allais au bout de l'affaire. Fait que là, mon fils, je vais lui demander. Puis là, on entendait ton fils, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. C'est comme si c'est ça, t'avais vraiment défriché, là, tout le terrain possible, en fait, pour le bégaiement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le bégaiement? Comment je peux me sentir mieux? Qui je peux aller voir, tu sais? Ouais, fait que je trouve vraiment, moi, ce bout-là, ces deux bouts-là m'ont vraiment marqué particulièrement. Et je vous dirais que là, j'ai fait 7 épisodes. J'aurais pu en faire au moins 2 autres. Avec ce que j'avais trouvé, avec les scènes même que j'avais préparées. Il a fallu que je fasse des choix au montage parce que la quête était encore plus large que ça. Et d'ailleurs, évidemment, je l'ai pas terminé. J'en fais encore à tous les jours. Je parle encore à plein de gens. C'est pas fini, là, tout ça. Ouais. Pour ma part, je voulais rebondir sur la question de Judith précédemment, sur mes moments marquants. Puis en fait, c'est pas un moment précis, c'est la démarche globale qui m'impressionne. Parce que souvent, on voit des gens qui témoignent, mais après, quand, entre guillemets, ça va mieux. Puis là, ils parlent du passé, puis ils vont dire c'était tellement difficile, j'étais tellement pas bien. Maintenant, regardez-moi, ça va mieux, j'ai vaincu mes peurs, blablabla.
c'est très rare que les gens vont s'exposer dans les médias comme tu l'as fait, puis décrire le pendant. C'est vrai. Pendant, tu sais, que tu t'assois ouais. avec tout ça, puis ça... Tu sais, de Ben, montrer cette démarche-là, ouais. Je pense que j'aurais pas pu le faire après parce que je pense pas jamais gagner de ça. Donc, étant donné que je me vois pas comme un success story, je pense que c'est de ça dont on est peut-être plus capable, c'est de voir des gens qui ont vaincu, alors que généralement, si on est dans la tranchée puis qu'on trouve les choses dures, ben c'est le fun de savoir qu'il y a d'autres gens qui sont dans la tranchée aussi. Oui, ça peut être inspirant d'avoir des gens qui ont vaincu, mais il reste que c'est pas à tous les jours qu'il y en a, et c'est pas à tous les jours que et en fait, on se rend pas, on gagne pas tout le temps. Puis je pense que c'est important d'essayer de se faire, d'avoir de l'inspiration sans que l'enjeu de gagner soit là tout le temps. Puis j'ai tellement. l'impression, en fait, que culturellement, on est beaucoup dans cette perspective-là, là, de gagner, tu sais, on va lutter contre le cancer, lutter contre la COVID, lutter contre la pauvreté, tu sais. Puis ta démarche, c'est exploratoire, en fait. Puis, tu sais, pour revenir à ce que Chris Constantino disait, c'est pas une question de combat. En fait, c'est peut-être cette idée même de combat-là qui aide pas du tout, tu sais. Il faut comme combattre l'idée de combat. C'est de combattre l'idée de combat, effectivement. Ouais. Et je suis pas très bon dans le processus, au sens que moi aussi, j'aimerais ça gagner, j'aimerais ça que ce soit réglé. Et c'est tout le combat de ça, c'est de se dire qu'il y a peut-être autre chose en dehors du fait de gagner, que j'ai pas encore trouvé, là, mais qui est le fun d'explorer, parce que si j'attends d'avoir vaincu le truc, ben d'abord, je pense pas qu'après ça me tenterait d'en parler tant que ça, parce que une fois que c'est fait, c'est fait. C'est ça. Mais effectivement, d'explorer, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Puis tu sais, il y a une phrase très marquante. Et là, je vais-tu donner un punch, là, moi, là, en tout cas. Mais la phrase... que va-t-il se passer? Mon Dieu, il faut écouter tous les épisodes pour se rendre. Mais, tu sais, puis je sais que ça résonne chez beaucoup de gens que moi, je vois en clinique ou de gens que je côtoie qui bégayent, tu sais, de se dire, la seule chose que je peux accepter, c'est que j'accepterai jamais mon bégaiement, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est une réalité pour plein de monde. Je pense que ça résonne, cette phrase-là, chez plein de gens. Peut-être d'autres non, peut-être d'autres, tu sais, c'est ça, davantage oui, mais ça, je trouvais ça vraiment intéressant, cette phrase-là, vraiment. Je trouvais que ça peut... pas que ça apaise, mais... Ouais. Ben oui, ça apaise un petit peu l'affaire de se rendre. Faut donc bien se rendre, se mettre les deux pieds dedans l'acceptation, mais je pense qu'il y a plusieurs autres postures qui sont possibles, tu sais, face au bégaiement. Puis ça me fait penser, je sais pas si on gardera ça, mais j'étais dans un congrès récemment au Stama Fest en Angleterre. Puis il y a eu une discussion sur le mot acceptation. L'association anglaise en bégaiement. Le Stama. Oui. On mettra le lien dans nos références de l'épisode. Puis il y a eu une discussion sur le mot acceptation. Que plusieurs personnes sont comme, mais accepter, c'est comme un synonyme de tolérance envers soi-même, tu sais, comme, est-ce qu'on dirait, j'accepte d'être gay, mettons, tu sais, comme si, ou j'accepte d'être une femme, tu sais, il y a quelque chose de négatif dans acceptation. Ouais. Puis là, la discussion, les gens réfléchissaient à, tu sais, y a-t-il un autre terme pour définir ce qu'on cherche réellement à avoir, tu sais, comme... Ouais, bref, je lance ça ici, là, tu sais. Est-ce que acceptation est vraiment le mot qui reflète ce qu'on cherche? Mais là, on s'éloigne peut-être. Non, mais c'est pertinent. Non, c'est le fun parce que l'acceptation, qui est un truc de tellement loin pour nous, finalement, même si on
on se rendait là à l'acceptation, il reste que c'est un minimum. Ben, c'est comme, je tolère qu'il y a du bégaiement chez moi. C'est ça, et je pense que le mot tolérance qui a été très à la mode, entre autres point de vue des communautés, ça aussi, il faudrait peut-être le remplacer parce que c'est un genre de minimum aussi, là, de tolérer l'autre. T'as pas de fun là, si tu tolères l'autre. C'est là. ça, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Puis là, il y a des gens qui disaient, ben, j'aime Brace, tu sais. Là, ça, c'est quelque chose ailleurs aussi, tu sais. Embrasser, ça, c'est... J'accueille. J'accueille, peut-être. J'accueille, peut-être, c'est plus doux. Tu sais, embrace, je sais pas, c'est dur à traduire, là. Embrace, on s'en va un petit peu plus loin, là. Tu sais, c'est ça, j'accueille, mais tu sais, je le hug, là, tu sais, je le rencontre. Ouais. Oui. Puis j'ai l'impression que ton podcast, c'est ça. Tu l'as rencontré. T'es allé à sa rencontre. Ouais. Ouais. Maintenant, dans tous les termes qu'on vient d'utiliser, il y a une question de relation émotionnelle avec ce qu'on veut pas. Mais peut-être que là où il faut vers quoi il faut tendre, c'est peut-être juste que c'est un fait. Ouais, je fais de la place. Et non, mais si c'est un fait, c'est un fait, je veux dire, t'as même pas à avoir de jugement, t'as même pas à avoir une émotion associée, c'est ce que je veux dire. C'est ça, ouais. Si c'est un fait, tu peux te renseigner sur le fait, comme ça devient quelque chose d'objectif puis de plus neutre, comme on a dit. Exactement, puis à ce moment-là, on peut prendre un pas de recul et dire, ben, c'est ça qui est ça. Et ça va un peu à l'encontre de ce envers quoi on est... de ce de quoi on est plus habitué, qui est le fait de s'en vouloir, de pas faire ce qu'il faut, parce qu'on pense que c'est quelque chose de contrôlable plus que ce l'est. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Le fait de dire le fait. Parce que je réfléchis à d'autres affaires que culpabilisant, ouais. que moi je vis que je vis dans ma vie pour d'autres affaires d'acceptation de d'autres affaires dans ma vie. Puis acceptation, des fois tu te dis c'est ça, c'est comme un terme qui est comme moins le fun, mais de dire c'est un fait. Regarde, c'est ça qui est ça. Puis qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Ce que j'aime dire, c'est mettons quand je parle du modèle social du handicap ou d'autres modèles de handicap, c'est voir le handicap ou mettons, le bégaiement ou autre chose, comme des possibilités d'être un ou une humaine sur cette terre. C'est une phrase que j'aime beaucoup parce que c'est comme, tu sais, il peut se passer toutes sortes de choses dans la vie, là. Tu peux bégayer, tu peux avoir le cancer, tu peux avoir un grave accident, puis comme, je sais pas moi, perdre tes 2 jambes, tu peux... être défiguré à un moment donné. Infini, là, défiguré, c'est stigmatisant comme mot. Mais tu sais, il peut se passer plein d'affaires. C'est ça. Puis c'est des choses qui arrivent dans la vie. Tu sais, c'est des possibilités d'être un ou une humaine. Ça veut pas dire que c'est... Je trouve qu'il y a quelque chose de comme réconfortant à le voir comme ça. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui ont fait l'écoute et certaines personnes bègues qui se sont dit qui ont dit qu'ils s'étaient un peu reconnus à travers ça, et j'en suis fort aise encore une fois, mais c'était pas le but de mon truc, c'était vraiment le but. Je pense que je visais davantage ceux qui ne sont pas bègues. Et c'est de ces gens-là dont j'ai eu le plus de retours. Ah oui! Des gens qui me disaient qui ont juste remplacé le mot bègue par leur propre problème et que soudainement, ils ont trouvé du sens à travers ça. Wow! Et ça, pour moi, c'est une petite victoire parce que effectivement, je pense qu'on a tous notre propre bégaiement au sens qu'on a tous un problème d'acceptation à quelque part. Ouais, 100%.
Ouais. Et j'espérais trouver le fin fond du problème au lieu de rester à propos du bégaiement proprement dit, là. Mhm. Oui, puis c'est ça, comme tu disais, Jen, là, tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça couvre large. C'est une exploration qui est large, puis c'est d'où l'idée que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se sentir interpellées par cette exploration-là. Puis, moi, l'écho que j'en ai en clinique avec des gens, soit des gens que je vois en clinique ou des orthophonistes qui m'ont parlé de leurs clients-clientes, c'est que c'est un balado qui est extrêmement apprécié et que ça sert vraiment, là, tu sais, pour les gens se reconnaissent, tu sais, à travers toi, Michel. Est-ce que tu dirais que la création du podcast, tout ce processus-là a été un processus transformateur? Je pense qu'on peut pas se renseigner sur un sujet autant que je me suis renseigné sans en sortir différent. Et évidemment, parce que juste le temps que j'ai mis pour faire ce projet-là, au-delà de ce que j'ai appris à travers ça, c'est sûr là, que je baigne dans tout mon propre problème pendant des mois. Et ça, c'est transformateur. Oui, parce que le processus du podcast a duré, tu as été là-dedans dans tes entrevues, d'enregistrement, montage pendant plusieurs mois. Hein? Exact. Donc, Exact. Puis, je dirais que oui, il y a eu toutes les moves de rencontrer des gens, les thérapies et tout qui ont été frappantes pour moi, mais c'est vraiment au montage où est-ce que là, je dois faire face à c'est quoi qui est important pour moi dans ce que j'ai vécu. Et c'est quoi l'espèce d'histoire que je peux tisser à travers tout ce que je viens d'entendre. Et c'est plus dans ce travail-là de montage, de l'édition de ce que je venais de vivre, que j'ai pu y trouver mon sens. Et c'est ce dont je parle aussi dans le balado. Donc, sortie transformée, sûrement. Sortie en ayant une autre vision du bégaiement. Oui, dans le sens où il y a un peu moins de tabou envers moi-même, puis il y a une réelle curiosité et peut-être un genre de respect pour toutes les couches psychologiques du problème, ce que moi j'appelle un problème. Et il y a quelque chose de fascinant lorsqu'on se met à avoir un genre de respect pour le problème qu'on a. Lorsque je me suis mis à voir les ficelles qu'il y a derrière ça, à voir que si j'essaie d'éliminer un problème, il y en a 3 autres qui apparaissent. Il y a de quoi qui vient éventuellement de fascinant dans la nature de la bête. Ouais, c'est ça. Et je me souviens que la première question que j'ai posée, c'était à Anne. Je lui ai demandé pourquoi avoir choisi d'être orthophoniste, parce que moi, je comprends pas ça. Je veux dire, c'est vraiment un truc que je m'imposerais pas, là, d'être en présence de bégaiement tout le temps. Et là, soudainement, je comprends plus. Je comprends comment que je comprends l'espèce de casse-tête qu'il y a derrière et de quelle façon que juste d'essayer de faire face au casse-tête, c'est le fun. Ouais, c'est comme, on dirait que je le vois comme une hiérarchie. Ça se peut-tu que la hiérarchie ait changé avec le bégaiement, comme si peut-être maintenant t'es plus d'égal à égal, je sais pas, que tu y vois tellement clair que tu comprends tellement. C'est vrai que j'y vois plus clair. Maintenant, lorsque j'arrive dans une situation où que le bégaiement m'empêche de dire les choses de la façon que j'aimerais les dire, où je vois l'impact du bégaiement, ou que soudainement j'ai l'impression d'avoir été moins compris à cause de ce qui s'est passé, j'en veux encore autant
au problème. Et à ce niveau-là, j'ai pas évolué tant que ça. Je comprends. Mais ce qui me vient en tête, c'est que puis tu me diras si ça résonne, mais tu as sûrement un sentiment d'auto-efficacité un peu plus grand face au bégaiement vu que tu en connais plus. Peut-être même face à la frustration, tu sais. Comme Auto-efficacité dans quel sens? C'est une bonne question. C'est un mot que j'utilise souvent, que j'ai de la misère à définir moi-même. Non, ces études doctorales, là. Non, mais c'est un terme... C'est sérieux, là, je vais dire. C'est un terme quand même qui est de plus en plus vu. Et dans les peut-être 5 dernières années, on entend plus souvent ce terme-là en bégaiement, l'auto-efficacité. Je pense que je le définirais par tu te sens plus outillé ou plus en territoire connu, plus capable de faire face. Ouais. En territoire connu, oui. Plus outillé, je pense pas. Parce que, justement, plus loin j'ai été dans le processus, plus que l'évidence de ce que je disais plus tôt comme étant un paradoxe m'est apparu. Et aujourd'hui, oui, plus outillé au sens où j'ai essayé plein de choses, mais comme qu'il n'y a rien qui clairement va fonctionner à chaque fois. Et que juste le fait d'essayer d'utiliser des outils devient contre-productif, je suis aussi démuni devant le problème que je l'étais. Mais ma façon d'être démuni devant le problème a changé. Ouais. Peux-tu en dire plus sur ça? C'est tellement bien dit. Ben, je pense que c'est un petit peu ce que tu disais. Non, mais dans le fond, c'est ce que ça revenait à ce que tu disais tantôt, Michel. Dans le fond, c'est que tu y vois plus clair. C'est comme si là, tu avais des super lunettes, là, tu vois tout le processus, les fils. Ouais. Mais t'es dans la même posture, mais tu vois tout ça. Oui, effectivement. Les émotions, pourquoi je me sens comme ça, tout le fondement théorique aussi, parce que, tu sais, c'est ça, le paradoxe, le fondement théorique de le bégaiement, ça part de où, qu'est-ce que ça peut créer, puis ça fait que, c'est ça, tu y vois plus clair, mais c'est... Est-ce que tu sens que... là, on pourrait terminer, ça pourrait être la dernière question, puis on pourrait terminer après, puis est-ce que tu sens que dans tes interactions avec les autres, il y a des choses différentes? Ou est-ce que tu parles plus de ton bégaiement aux autres? Je dirais que les autres m'en parlent plus. Ouais. Et parce que j'ai eu de l'exposition à travers ça. Et c'était un des buts du projet qu'on puisse ouvrir le dialogue. Maintenant, le nombre de personnes proches qui sont venues me voir disant qu'ils n'avaient jamais osé m'en parler prouve que c'est important de le faire, je pense. Malgré le fait que moi, j'ai jamais été fermé au fait d'en parler et j'ai toujours été ouvert au principe. Maintenant, je pense que ça a donné l'occasion aux autres d'ouvrir le dialogue avec moi, puis c'est précieux, ça. Oui, 100%. On encourage vraiment tout le monde à aller écouter ta série Balado, qui est disponible gratuitement sur Audio Radio-Canada. Donc, ça prendra le temps que ça prend, Quête d'un bègue. Est-ce que c'est disponible en France? Parce qu'on a plusieurs auditeurs, auditrices en Europe ou dans différents pays africains aussi où il y a du français. Est-ce que c'est disponible, tu penses, à l'extérieur du Canada? Le site d'audio, il n'y a pas de problème, on le trouve, là. C'est en ligne. Ça devrait... oui, est-ce qu'il y a une restriction de pays? Il faudrait voir, je ne sais pas. Faudrait voir. Et pour ceux qui essayent, essayez-le puis écrivez-nous, voir si ça fonctionne ou pas. Comme ça, on pourra rajouter l'info dans nos ressources d'épisodes, notre description d'épisodes. Mais on encourage vraiment tout le monde à aller écouter cette série Balado-là. Vous allez commencer l'écoute et vous n'allez pas être capable d'arrêter. C'est comme du binge-watching, c'est du binge-listening, honnêtement. On ne peut pas arrêter. C'est vraiment bon. J'ai des collègues orthophonistes qui m'ont écrit ça. Une en particulier qui n'arrivait pas à dormir un soir, puis elle m'a dit « J'en ai commencé un, puis je les ai écoutés toutes d'une traite. C'était trop bon. » Ouais. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Tellement, Michel. Oui. Merci tellement de votre implication
communication aussi là, auprès du podcast, là, dans le podcast. Je pense que vous y faites très belle figure et merci tellement de votre ouverture puis de votre générosité à travers ça. Ça a été le fun de travailler avec toi, Michel, vraiment. N'importe quand. Et on va te voir au congrès conjoint de l'Association Bégaiement Communication et la Canadian Stuttering Association. C'est un des présentateurs principaux, un des keynotes à ce congrès. Si ça vous intéresse, on va mettre les liens dans le nos sources. 8, 9, 10 novembre à Montréal. Oui. Stresse-moi pas. Ben, OK. D'accord. Non, mais là, ça va être super bon. Non, on va être là, genre... ça va être bon, Mais oui, on va être les cheerleaders, genre, Michel, comment? Parce que nous, on va être là. C'est parfait, on est toutes... on va être là les 3 jours. Ouais. Au plaisir, mesdames. Yay! Yay! Bye, à bientôt! Bye! Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégaient. On remercie également à Alexandre Cadélis, adulte qui bégait, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'Association Bégaiement Communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!